Parfait, allez-y. Bon, on se rappelle à midi, on fait le point, ça marche? Allez, bon atterrissage et du repos. À tout à l'heure, ciao, merci. Allez, c'est parti. On attaque? On y va? Vous êtes prêts? Allez, je vous laisse le micro. Parlez bien dans le micro. Ouais. Ok, on y va, on attaque. Bonjour, je suis Didier Robert, directeur général adjoint de Géoconcept, et puis je vais animer cette session dédiée aux soins à domicile et puis à leur optimisation géographique, à l'optimisation de leur process géographique. Avec moi, j'ai Richard Perraillon. Bonjour. Et Rabi Mazrouk. Donc ils vont commenter cette présentation. Rapidement, en fait, bon voilà, on va aller rapidement au travers de l'agenda. Donc Géoconcept, on est spécialisé dans l'optimisation géographique. On aide les entreprises à s'organiser dans leur territoire, à couvrir leur marché pour leurs opérations, et puis à optimiser aussi tout ce qui va être leur flux. Ça va être des flux logistiques et puis des flux de logistique des services. C'est ce dont on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Quelques références, je vais passer la main à Rabi. Oui, bonjour. Alors, donc, 3 références parmi nos plusieurs un peu partout dans le monde. On peut commencer par parler de Pfizer au Japon qui utilise effectivement nos produits pour optimiser en fait les tournées des délégués commerciaux, des délégués médicaux auprès des médecins libéraux sur la région de Tokyo. Un autre exemple qui est très utilisé aussi, c'est la sectorisation des délégués, la sectorisation commerciale. Notamment, c'est le cas de Comet, qui est une société qui commercialise des consommables au niveau des consommables dentaires, donc auprès des dentistes en France, où là, il y a tout un découpage de secteurs qui a été fait avec nos produits. Et à la fin, donc un de nos clients, SOS Oxygène, qui est parmi nous aujourd'hui et qui va parler justement de la planification et de l'optimisation des tournées des techniciens, des livreurs à domicile auprès des patients, qui est donc effectivement son métier. Merci beaucoup Rabi. Donc de nombreuses références dans le secteur de la santé, mais pas uniquement. Voilà, donc Géoconcept, un acteur depuis 25 ans. On innove beaucoup. On a toutes les plateformes logicielles qui sont reconnues et une grande part de marché sur ce domaine. Je vais tout de suite laisser la parole à Richard Perraillon, qui va nous parler de son entreprise et puis aussi de l'activité et du marché du soin à domicile plus largement en France. Bonjour à tous, bonjour à toutes. SOS Oxygène est ce qu'on appelle communément un prestataire de santé au domicile. Une société de home care. Alors le marché des prestataires de services à domicile que vous voyez à l'écran, c'est un marché petit dans le global de l'assurance maladie. Vous savez que l'assurance maladie, c'est 140 milliards d'euros de prestations nettes versées. Le marché de la prestation fait partie de ce qu'on appelle l'assistance médicale à domicile, qui pèse, c'est un marché de l'ordre de 4 milliards. 1,9 milliard pour les services médico-techniques, donc c'est notre marché cible. 1,3 milliard pour la partie services de soins infirmiers à domicile et 750 millions d'euros pour l'hospitalisation à domicile, comme vous le voyez sur ce document. Et un marché en forte croissance. C'est un marché en forte croissance, on le verra tout à l'heure à 2 chiffres, même si la courbe est en train de s'infléchir un petit peu, mais qui est génératrice d'emplois et de demandes fortes du fait de la silver economy, du vieillissement de la population. En termes de volumétrie de patients, aujourd'hui on est sur un marché de 800 000 patients, dont 700 000 sur l'assistance respiratoire, donc on verra de quoi il s'agit, et les maladies chroniques qui y sont liées, 50 000 patients sous l'insulothérapie et 50 000 patients sous perfusion-nutrition. En termes de croissance, vous voyez les chiffres, de l'ordre de 12 à 13% sur la période passée des 5 dernières années, et une croissance de l'ordre de 7 à 8 pour les années à venir. C'est un marché aujourd'hui qui représente 15 000 emplois, donc c'est un marché qui pèse dans un contexte de morosité générale. Il y a à peu près 135 acteurs et le top 15 des acteurs, dont nous sommes, représente 75% du marché. Alors de nombreux emplois avec sur tout type de métier en fait, du très qualifié au moins qualifié. C'est ce qui est intéressant, on n'est pas une entreprise élitiste, on a des cols blancs, on a aussi beaucoup de cols bleus, donc on a beaucoup d'employés, d'ouvriers, d'agents de maîtrise, beaucoup de personnel technique, puisque le principal poste de contact, ce sont les techniciens qui vont au domicile des patients. Et on a l'ensemble des métiers de la logistique, de la supply chain, logistique, techniciens, également des gens qui font de la comptabilité, des gens qui font du commerce évidemment, et des fonctions d'encadrement. Alors, quelle est la chaîne de valeur de la prestation de santé au domicile? C'est ce que ce graphique essaie de vous montrer, le modèle économique comme on l'appelle.
Vous voyez que la chaîne de valeur est assez complexe. On a des partenaires qui sont des fabricants de dispositifs médicaux, donc des sociétés de moyenne à grande taille. On a bien sûr des organismes de réglementation, les agences régionales de santé. On a des organismes payeurs. En France, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, RSA, MSA, qui fixent les tarifs de remboursement, donc les règles du jeu, ce qu'on appelle la liste des produits et prestations remboursés, la LPPR. Notre activité prestataire de santé au domicile, on y reviendra tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure, le respiratoire, la perfusion, la nutrition, l'insulinothérapie. Les ressources clés chez nous, et on va y venir sur le sujet de l'IT, qui fait que nous avons décidé de collaborer avec Géoconcept. Ce sont des équipes techniques sur le terrain, des équipes commerciales, mais également des systèmes d'information, parce qu'on a beaucoup de patients. Nous, aujourd'hui, on a une masse de plus de 150 000 patients, donc beaucoup de données qu'il nous faut tracer, suivre, sécuriser sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour faire en sorte que le patient, le prestataire que nous sommes et le professionnel de santé aient en temps réel la qualité des informations et le suivi des patients. La proposition de valeur pour nous, c'est d'assurer la prise en charge de ces patients au domicile, suite à une prescription d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste. Donc on passe forcément par un médecin. Les relations avec les clients sont les patients pour une part, ce sont les prescripteurs pour une autre part, et ce sont les payeurs, parce qu'encore une fois, les tarifs ne sont pas libres, ils sont fixés par décret. Et nous devons donc absolument strictement suivre la tarification et les modus operandi de facturation. Les canaux avec les prescripteurs se font soit en secteur hospitalier, soit en ville, en libéral. Et les segments de clientèle, sur la partie droite du document, ce sont les patients évidemment, mais ce sont également l'ensemble de la chaîne des maisons de retraite, des EHPAD, des SSR, services de soins de réhabilitation, avec le développement de ces derniers du fait du vieillissement de la population. Puis la partie basse du document vous donne, en termes de structure de coûts, quels sont les grands équilibres chez nous. On est un employeur important, donc le personnel c'est un poste important, c'est le premier poste du compte de résultat. Le matériel, ça va de soi, puisqu'on met à disposition du dispositif médical. Et puis en termes de flux de revenus, vous avez les éléments relatifs à la récurrence de nos revenus et aux éléments liés à la trésorerie. Merci beaucoup. Alors les facteurs clés de succès, ce qui nous amène à la discussion sur la géolocalisation, il faut un savoir-faire technique et relationnel important, ça va de soi, une relation prescripteur qui est importante, une densité géographique, on est un vrai acteur de proximité, vous allez le voir sur la carte qui suivra tout à l'heure, la traçabilité informatique, c'est très important, quand vous avez 10 à 15 000 nouveaux patients chaque année, il faut qu'on puisse évidemment tracer encore une fois ces informations en temps réel et les optimiser, c'est pour ça qu'on fait appel à des gens dont le métier c'est l'optimisation. Il faut une offre de plus en plus globale, ça ce sont des éléments de tendance, et puis il faut être capable de faire du lobbying par rapport aux autorités de tutelle. Alors ce que je propose, c'est que pour illustrer très concrètement votre métier, on va passer une petite vidéo que vous avez réalisée, donc quelques extraits de cette vidéo qui montrent un petit peu le métier quotidien des équipes. Absolument, Didier. SOS Oxygène, Catherine, bonjour. Bonjour, docteur Hippocrate à l'appareil. Bonjour, docteur. Vous avez un moment à me consacrer? Tout à fait. Alors j'ai là un patient qui souffre d'apnée du sommeil. Il faudrait que nous mettions en place une PVC rapidement. Bien sûr. Un type de machine en particulier? Non, pas spécialement. D'accord. Le patient est encore dans votre cabinet? Non, il vient juste de s'en aller. D'accord. On le contacte tout à l'heure. Très bien. Merci, bonne journée, docteur. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, Catherine? Bonjour Hugo, tu vas bien? Oui, ça va très bien. J'ai une mise en place de PPC à faire à Angers. T'es disponible? Oui, je suis dispo, je termine ma visite et c'est bon. Parfait. Bon, moi je t'envoie toutes les infos par SMS. D'accord? D'accord, pas de problème. Allez, bonne route. Au revoir, Catherine. Bonjour, monsieur Duchon. Comment allez-vous? Ça va? Rentre. Ah bah je rentre, je suis. S'assoit. Alors, comment allez-vous, monsieur Duchon? Ça va bien. Très bien. Comment se déroule bien? Oui. Pas de problème particulier? Pas de problème. D'accord. Écoutez, je vais regarder ce que me dit l'appareil. Oui, tu peux regarder, tout va bien. Moi, j'ai des techniciens qui vont prendre le temps de sortir dans le jardin et puis de marcher un petit peu avec leurs patients pour essayer de récolter quelques informations supplémentaires. Et ces informations,
on va les redonner directement au médecin. Il va penser c'est bête, c'est Mais ben. poules, c'est lapin, et puis... Mais lapin, mais pour Faut son mes petit moutons, tour. à droite, à gauche. Coupe du bois, oh, je mets dehors. Puis il y a des jours, je ne peux pas m'en passer. Sans oxygène, je ne vis pas. Je vis pas sans oxygène. Voilà, donc je crois que c'est une parfaite illustration avec à la fois le côté très humain, les relations avec le patient, les relations avec le médecin aussi, hein, qui sont sûrement très, très importantes, et puis la partie logistique et industrielle du métier. Vous avez vu, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des collaboratrices et des collaborateurs de l'entreprise. On emploie beaucoup de monde dans ce métier de proximité pour servir au mieux nos patients. Merci Didier. Quelques informations sur notre groupe, notre société. C'est l'objet de cette conférence, faire un peu de publicité pour qui nous sommes. Nous sommes une entreprise assez jeune, puisque nous avons moins de 25 ans d'existence, société familiale, niçoise d'origine. Aujourd'hui, donc, notre société est un des leaders de la prestation de santé au domicile en France, fait partie du top 5. Suivant les marchés, on est 1, 2 ou un peu plus loin. Vous vous rappelez, 150 sociétés, 135 sociétés tout à l'heure. Nous agissons sous différents types de marques. La plus connue, c'est SOS Oxygène, mais on en a d'autres. Perfnut Assistance, suivant les typologies de marché que nous voulons servir. Entreprise de proximité, comme la carte ne le montre pas forcément, nous avons 60 agences en France et dans les dom-toms. Donc vous voyez qu'on a un mapping assez précis en France. Les agences ne sont pas plus distantes de 30 à 45 minutes les unes des autres. Donc on est vraiment un acteur de proximité. Puis on a des activités maintenant qu'on développe à l'international en Suisse, en Italie, au Benelux et aux Émirats Arabes Unis, avec la volonté de s'européaniser dans les années à venir. Plus de 1500 collaborateurs pour une société comme SOS Oxygène, donc en CDI, avec l'ensemble de la palette des métiers, comme on l'a dit tout à l'heure, la partie technique, l'administratif, les commerciaux, les pharmaciens, parce qu'on a besoin de gens qui s'occupent du réglementaire, et des fonctions administratives et d'encadrement. Une organisation type d'une agence pour 1000 patients, sachant que les patients sont rattachés à un certain nombre d'agences. Donc vous recollez par rapport aux plus de 150 000 patients dont je vous parlais tout à l'heure. On a un directeur, on a un responsable technique, on a des équipes commerciales, des pharmaciens, des coordinateurs. Et en termes de chiffre d'affaires généré pour l'entreprise, aujourd'hui on est sur une entreprise qui représente près de 190 millions d'euros en 2015. En partant de zéro il y a 24 ans, vous voyez que la courbe s'est accélérée. Elle s'est surtout accélérée au cours des 5 dernières années. Donc on a une forte croissance, avec une progression de l'ordre de 2 chiffres, principalement française, mais comme je vous l'ai dit, qui veut se repérenniser dans les années à venir. Merci. Alors, un petit peu descriptif aussi du portefeuille d'activité. Oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On couvre l'ensemble des maladies chroniques, du respiratoire, de la nutrition jusqu'à l'autre activité. Donc, historiquement, le métier de la prestation en santé au domicile, c'était le respiratoire. Souvent, les maladies chroniques, l'une amène l'autre. Typiquement, quand vous avez des problèmes de respiratoire, d'apnée du sommeil, d'oxygénothérapie, vous êtes également souvent, malheureusement, un patient atteint du diabète. Donc, en général, une maladie chronique est liée à une autre. C'est pour ça que l'ensemble de ces activités se développe. Et puis, au cours des dernières années, on a développé des activités, des marques spécifiques pour servir soit des canaux de distribution, les maisons de retraite, les EHPAD, les services de soins de réhabilitation, et puis également la partie hospitalière et le domicile avec le maintien à domicile. Donc, on couvre l'ensemble des maladies chroniques, l'ensemble du spectre, en tant que prestataire de santé au domicile. Alors on va parler un petit peu des défis maintenant des soins à domicile, pour rentrer un petit peu dans le sujet de la géoptimisation. Absolument, parce qu'il nous faut y venir, c'est quand même l'objet de notre échange et de cette conférence. Donc aujourd'hui, quels sont les déterminants qui impactent l'activité du prestataire de santé au domicile? Il y a un vieillissement de la population en France. Aujourd'hui, grosso modo, une personne sur 5 est âgée de plus de 60 ans. Il y en aura 3 sur 5 dans les 50 ans à venir. Donc évidemment, c'est ce qu'on appelle la silver economy, sur lequel nos politiques ont beaucoup surfé au cours des dernières années. On a une multiplication des maladies chroniques, ce qu'on appelle les affectations longue durée, qui ont augmenté de l'ordre de 15% sur la période de 2008 à 2012 pour atteindre aujourd'hui à peu près 10 millions de personnes. On a une réduction des durées d'hospitalisation du court séjour, ainsi qu'un recours aux prestataires de santé au domicile plutôt qu'à l'hospitalisation. Vous savez qu'aujourd'hui, le coût de l'hôpital, c'est de l'ordre de 200 à 300 euros, même s'il y a des différences suivant les régions où on se situe en France, par jour, bien sûr. Évidemment, le coût de la même prestation au domicile est évidemment moins important, donc ça contribue à l'économie en matière de santé. Le coût et le confort. Absolument, le coût, le confort et la proximité. Le rôle des prescripteurs,
il est inchangé. On a toujours besoin d'un médecin pour faire une prescription de médicale, mais dans notre métier, on voit bien qu'aujourd'hui, sur un métier historiquement, typiquement sur le respiratoire qui était lié au pneumologue, aujourd'hui il y a toute une batterie de médecins qui soient spécialistes, pneumologues toujours, cardiologues, généralistes, ORL ou d'autres qui sont amenés à prescrire les maladies chroniques qui font l'objet des prestations que nous amenons à nos patients. La diversification des prestations à domicile, évidemment, c'est un élément aujourd'hui qui s'élargit. Il faut être un acteur global, c'est ce que j'ai tenté de vous montrer tout à l'heure. On est, malheureusement, il y a une forte baisse des tarifs de remboursement sur l'ensemble des prestations. Si on regarde la période 2013-2016, on a une baisse de 10% sur l'apnée du sommeil, sur l'oxygénothérapie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre modèle pour garder un bon niveau de service, attendu ou perçu par les patients, mais également changer nos process et nos habitudes. C'est aussi la raison pour laquelle on a fait appel à GeoConcept pour optimiser nos processus de travail sans perturber jamais la qualité de service amené aux patients, perçu par les patients et attendu par les médecins. La concurrence des HAD et des associations, c'est un élément sur lequel je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence. Puis l'investissement dans les NTIC, les nouvelles technologies de l'information, évidemment, c'est un exemple, hein, la géolocalisation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de monde digital, on parle de téléassistance, de télémédecine, de box médicale. Effectivement, c'est certainement l'univers de demain. Des gens comme Google, je ne veux pas faire de promotion ici pour tel ou tel, des gens qui viennent au domicile. Certainement, cet écosystème sera amené à évoluer et nous avons notre part à y jouer en tant que prestataire. On doit le voir avec, je dirais, objectivité et pas crainte, parce qu'encore une fois, on a besoin des nouvelles technologies, tout en maintenant la qualité de service et cette proximité aux patients pour faire évoluer la qualité perçue et attendue par les patients. Les prestations sur la droite du document, je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, du respiratoire à l'insuinothérapie, à la perfusion et la nutrition. Je pense que vous avez compris et je reste disponible en cas de questions, évidemment. Sur les enjeux pour les PSAD, aujourd'hui, les enjeux que nous avons, c'est de piloter mieux la performance face à l'érosion des marges. C'est pour ça qu'on fait appel à des outils d'optimisation. Donc on recherche à faire des gains de productivité pour contrebalancer les baisses de tarifs. Nous avons besoin d'une offre de plus en plus élargie. Donc les outils, là aussi, type GeoConcept, nous aident parce qu'on a les mêmes typologies de population. Et donc ces activités non couvertes, on doit les couvrir. On a la nécessité de se professionnaliser pour se différencier et exister. C'est aussi une manière de faire évoluer nos process. Hein. On est une entreprise beaucoup basée sur les individualités. On se process et des outils structurants comme l'outil GeoConcept nous permettent aussi de faire évoluer nos métiers, nos compétences au sein de nos effectifs. Nous devons investir dans des nouvelles technologies et des systèmes d'information, on en a parlé. Surfer sur l'évolution du métier vers la e-santé avec les objets connectés. Puis le reste, c'est plus une donnée d'environnement. Pour sécuriser nos acquis, on doit évidemment s'internationaliser et des outils structurants comme on les teste dans la Maison France chez SOS Oxygène peuvent être amenés à être déployés dans nos activités en Europe. Merci Richard. On va vous redonner la parole très vite sur justement l'utilisation des systèmes d'optimisation au sein de l'entreprise. Justement, on va expliquer un petit peu ce que c'est que cette optimisation, ce qu'on peut apporter sur des métiers tels que ceux pilotés par SOS Oxygène. Alors juste quelques éléments de contexte aujourd'hui quand même pour expliquer un peu le pourquoi la géographie et la géoptimisation s'introduit et ce qui facilite ça. On est tous aujourd'hui très sensibilisés, on va dire, à la cartographie, à l'utilisation de l'information géographique. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. L'app cartographique est par exemple la plus téléchargée sur les téléphones Android. C'est pareil sur d'autres. Donc on est soumis et dans les systèmes d'information professionnelle, on voit de plus en plus aussi apparaître la carte. C'est plus quelque chose de caché ou d'impossible. On parle beaucoup des objets connectés. Les objets connectés collectent de l'information. Dans les informations qu'ils collectent, il y a la localisation, il y a le fait que voilà, tout ce qui va être suivi épidémiologique, etc., bien sûr, est permis et soutenu par ces objets, plus plein d'autres thèmes en fait qui sont balayés, et bien sûr le transfert d'informations qui doit rejoindre ensuite les process opérants, notamment bien sûr le process opérant du soin à domicile. Absolument. Plusieurs façons de faire ça, et tout ça, ça génère énormément d'informations, donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que derrière cette information, il y a des capacités de compréhension, des capacités d'action, mais il y a aussi de l'information à traiter, et là effectivement il y a des systèmes à mettre en place. Cette information, elle est en grande partie aussi géographique, c'est un des attributs essentiels aujourd'hui, et on va voir un petit peu comment on commence à l'utiliser aujourd'hui dans un process opérationnel. Alors peut-être parler un petit peu des challenges dans le domaine de la santé, des challenges géographiques. Très largement, on va dire, il y a ceux qui relèvent de la dimension organisationnelle et puis ceux qui relèvent bien sûr de la dimension opérationnelle. Organisationnelle, c'est tout ce qui va concerner bien sûr l'accessibilité aux soins, l'organisation territoriale du système de santé,
qui fait quoi, à quel endroit, hein, comment on opère ces systèmes et comment on met en place déjà, on va dire, les implantations, comment on adapte l'offre, comment on dimensionne l'offre de soins pour faire notamment face au challenge qu'on a vu, assez bien positionné, de cette explosion de la demande, mais qui n'est pas la même partout, qui évolue aussi dans le temps. Et puis une partie de plus en plus aussi qui va apparaître d'analyse, alors qui existe déjà par exemple dans la veille épidémiologique, hein, tous les médecins ont accès à un portail, et sur ce portail il y a une carte. Très souvent, hein, on voit la propagation de la grippe, etc. Et c'est un outil essentiel. Bon, et bien, toutes ces analyses-là, et avec les informations collectées, notamment par les objets connectés, vont aussi peupler l'ensemble des entreprises de plus en plus dans leur process opérant. Donc là, il y a un enjeu aussi d'analyse et puis d'utilisation de cette information dans le contexte opérationnel. Alors, le contexte opérationnel, la géoptimisation apporte depuis très longtemps pas mal de choses sur la logistique, hein, la logistique des pharmaceutiques notamment, qui est un des secteurs les plus performants, on va dire, en termes de logistique, hein, avec des choses à la journée, voire à la demi-journée depuis longtemps. La logistique des services, dont on va parler là un petit peu plus en détail aussi, les tournées de visites, et justement cette question de la planification des visites dans des contextes un petit peu particuliers parfois, puisqu'il y a des visites qu'on peut planifier longtemps à l'avance, qui sont récurrentes, et puis il y en a, et de plus en plus ça va être ça aussi, notamment avec les objets connectés, il y a celles qui s'imposent au cours de la journée. On l'a assez bien vu dans le film par exemple, il y a un besoin immédiat, on va dire, il faut remplir ce besoin et intégrer ça. Alors je vais laisser la parole à Rabi qui va nous parler un petit peu justement de ce métier et de cette planification des visites. Alors justement dans la partie santé à domicile, ce qui compte notamment c'est la visite auprès du patient à domicile qui est soumise en fait à plusieurs contraintes. Parmi les contraintes, ce sont typiquement les contraintes horaires. Le patient doit... et je propose surtout de recevoir les intervenants dans une plage horaire bien délimitée. Donc ce sont des contraintes assez fortes. On peut avoir aussi les contraintes métiers. Ce qu'on appelle les contraintes métiers, ce sont typiquement la compétence de l'intervenant pour faire l'acte prévu chez le patient. Donc on ne va pas envoyer évidemment un livreur de matériel médical pour une prestation de diabète par exemple, où là il faut plutôt une infirmière. Et surtout, ce qui va compter dans l'optimisation, c'est la partie kilométrique, donc la partie géographique. Alors, notamment, on va prévoir un déplacement. Le déplacement doit s'opérer dans les manières la plus rapide, mais surtout la plus optimisée. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire le kilométrage, de vraiment faire passer l'intervenant par des trajets qui lui permettent d'arriver le plus vite possible dans les contraintes horaires précisées par le patient, pardon. Et effectivement prévoir la durée de visite par rapport justement à cette intervention. Ce qui est important, c'est de noter justement la partie récurrence et la partie urgence. Donc vous avez vu dans la vidéo, il y a la partie urgente où là, le patient il a besoin d'une action assez urgente de la part de prescripteur. Ce sont quelque chose qui arrive le plus vite. Maintenant, la tendance plutôt à intervenir en urgence. La récurrence laisse petit à petit la place à l'urgence, d'où effectivement maintenant des réflexions autour de la connexion des objets connectés, des montres connectées qu'on peut équiper par exemple les patients avec, et le fait qu'il appuie sur un bouton, il déclenche une intervention d'urgence qui doit être planifiée rapidement par notre outil de GeoConcept. Donc ce sont des tendances qui arrivent de plus en plus, et ce sont des demandes qui émanent de plus en plus de nos clients. Voilà, donc la géographie va entrer dans la ligne de compte justement de cette planification et de l'optimisation des tournées de ces visites-là. Donc plusieurs bénéfices. Il faudrait savoir que nos solutions permettent de réduire les coûts kilométriques. En moyenne, on peut tabler sur de 10 à 30% de réduction des frais kilométriques, ce qui n'est pas négligeable dans un contexte économique assez difficile que M. Perraillon vous a expliqué. Il y a aussi tout ce qui est contraintes, métiers qu'on doit respecter, et évidemment les bénéfices environnementaux, donc l'éco-conduite, le fait effectivement de passer moins de temps dans la voiture pour des questions environnementales. Merci Rabi. Je pense que le mieux c'est qu'on va illustrer ça. On va montrer un petit film aussi qui montre le type de solutions en fait qui sont manipulées par les équipes aujourd'hui, puis on reviendra sur les bénéfices avec Richard Perraillon. Donc je te laisse peut-être commenter ces quelques
ces quelques images. Alors voilà quelques images de notre produit OptiTime qui permet justement de planifier et d'optimiser les tournées. Là, voilà, on va chercher l'adresse d'un patient. On va effectivement aller chercher les meilleurs créneaux possibles pour pouvoir donc faire cette visite. On a un tri par étoile, hein, vous avez vu, donc c'est le premier créneau qui est le mieux adapté justement à cette intervention. On va le positionner dans un planning. On va aller chercher l'intervenant. Alors, on peut gérer l'intervenant souhaité, préféré, voire interdit, voire indésirable de la part donc de patients. On va positionner donc toutes ces contraintes-là et on va voir qu'effectivement que le rendez-vous vient se positionner dans le planning de façon automatique. Donc, c'est plus le planificateur qui planifie à la main. C'est vraiment l'outil qui le fait. Donc, typiquement, on peut voir aussi, vous avez vu tout à l'heure la partie carto, on voit la tournée qui vient s'afficher justement sur la carte. On peut voir aussi le chargement, enfin le taux de chargement de l'intervenant auprès des patients. Donc, on voit que le planning sont assez bien chargés pour l'ensemble des intervenants ou pas. Et là, il faudrait effectivement prévoir des actions dans ce sens-là. Évidemment, donc cette partie carto, elle est très utilisée aussi pour positionner quelquefois des rendez-vous qui viennent d'urgence. Donc, on va aller chercher un moyen. Donc, parce qu'effectivement, le produit, il n'est pas figé. Hein, donc, on peut toujours avoir le moyen de positionner à la main un rendez-vous si c'est vraiment du caractère très, très, très urgent. On peut zoomer. Donc, ce sont vraiment des outils à destination des planificateurs qui voient vraiment sur la région, sur le secteur sur lequel ils travaillent, comment effectivement les visites sont organisées. Et évidemment, avec une vue sur StreetMap, où on peut effectivement voir la partie carto. On peut zoomer, voir la partie Street View, exactement la maison dans laquelle on va intervenir. Donc, ce sont effectivement des types aussi d'intervention. On peut avoir plusieurs types d'interventions, de l'installation, de dépannage, de remplissage de cuves d'oxygène, de l'insolino, de la perfusion. Donc toute cette partie-là va entrer en ligne de compte. Ce qui va être pris en charge aussi, toutes les horaires, les horaires des intervenants, les horaires d'accueil des patients, les congés qui ont été déjà au préalable saisis, et donc le planificateur ne va pas effectivement... L'outil ne va pas planifier des intervenants pendant leur congé, évidemment. Donc la partie RTT. Donc tout ce que vous avez vu, c'est en fait un système qui est complet, qui est ouvert, qui est standard et qui va se connecter en fait à l'ensemble de votre système d'information. On va aller chercher les patients dans votre système de back-office. On va aller pousser les informations sur les smartphones donc pour que les intervenants aient leur planning directement et qu'ils... Voilà, exactement, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire de la journée. Donc, c'est un outil complet qui est vraiment utilisé tous les jours maintenant par plusieurs de nos clients et de façon très opérationnelle parce que c'est un outil qui tourne quasiment 24 heures sur 24 dans certains parties, typiquement sur la partie donc, dépannage d'urgence. Alors tout à fait, on va justement rentrer un peu dans le concret d'un projet. Peut-être tu peux commenter aussi, en parler un petit peu sur la mise en place de ce projet. L'idée c'est qu'on voit bien là qu'on a un besoin de géoptimisation, un besoin d'optimisation des process évident face à la croissance de la demande et puis la baisse aussi du prix de la prestation. On a d'un autre côté un process métier qui peut être assez complet et assez complexe en fait derrière, avec beaucoup de spécificités, de l'aléa, donc un besoin de gérer. On peut toujours planifier ce qu'on sait, mais intégrer l'aléa est toujours un petit peu difficile parfois. Différents acteurs, on a bien vu, il y a de l'appelant, du call center, il y a aussi des gens sur le terrain. Et là, l'idée, c'est de prendre en charge l'ensemble de ce process, de le supporter avec une solution qui rajoute cette dimension d'optimisation et de visualisation géographique. On est sur un métier très terrain avec des gens qui se déplacent beaucoup tous les jours pour apporter une prestation. Alors l'idée, effectivement, on voit bien le support, c'était d'implémenter cette solution au sein de l'entreprise SOS Oxygène. On va parler un petit peu de cette implémentation. Est-ce que tu as un premier commentaire à faire, Rabi, sur cette implémentation? Alors on va en parler tout à l'heure avec M. Perrion, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est typiquement la problématique qu'elle avait SOS Oxygène, c'est qu'il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup d'interventions possibles, il y a beaucoup de qualifications possibles.
il y a beaucoup de certifications possibles. Donc toute cette partie des paramétrages, de paramètres dans tous les sens, il faudrait effectivement les analyser pour que justement l'intervention se fasse dans les meilleures conditions. Et c'est ça effectivement qui nous a induit à travailler ensemble justement avec SOS. Je dirais qu'on est en cours d'implémentation de la solution. Hein. Donc on est vraiment sur une solution qui est... on est en cours, donc on peut en parler vraiment de manière très réelle. Premier retour d'expérience. Très concrète et un premier retour d'expérience. La vraie difficulté d'un projet comme ça, c'est finalement la conduite du changement. Ça peut se résumer assez simplement. On est sur une entreprise, vous l'avez compris, qui a grandi très vite sur les 5 dernières années, qui fait de la bonne qualité de service perçue et rendue, objectivement, et objectivée par les acteurs du marché, très individualisée, très locale, donc très peu processée. Vous avez compris qu'on a des enjeux. Les enjeux, c'est qu'on a toujours une croissance moins importante, une baisse des tarifs qui s'accélère plus vite. Donc il faut qu'on fasse évoluer nos process sans perdre le code génétique et la particularité de notre entreprise, hein, parce qu'elle existe depuis 25 ans, elle s'est formée, elle s'est créée, elle s'est développée. Donc la vraie difficulté que nous avons rencontrée, c'est la conduite du changement. On n'est pas les premiers acteurs du marché à avoir mis en place les solutions d'optimisation de tournée. D'autres l'ont fait avant nous. Donc on a attendu que nos concurrents se cassent un peu les dents dans le déploiement de l'outil pour un peu comprendre ce qu'il y avait en gagné et ce qu'il fallait éviter de faire en termes de mise en place. Le choix de GeoConcept s'est fait objectivement par rapport à l'expérience qu'ils avaient dans le domaine de la prestation de santé au domicile. Des solutions, il en existe sur le marché. C'est des algorithmes, donc pour ceux qui sont férus de mathématiques et de modèles, c'est à peu près tous les mêmes. Ce qui compte, c'est celui ou l'acteur qui a une expérience réelle, prouvée, avec les contraintes sectorielles, en l'occurrence les contraintes réglementaires et liées au métier, et c'est ce qui nous a fait retenir GeoConcept dans cette phase de mise en œuvre. Voilà pour les éléments de compréhension. Mais on n'est pas les premiers à avoir mis en place, encore une fois, la solution d'optimisation de tournée. Donc notre problématique à nous, elle était simple. On voulait augmenter le nombre de visites patients par journée de techniciens, pour être très concret, et on voulait effectivement par là même gagner en kilomètres. On avait un double objectif quantitatif, hein, c'était moins de kilomètres. Aujourd'hui, le poste carburant chez nous, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais pour une activité de à peu près 190 millions d'euros, de 1500 collaborateurs, c'est un peu plus de 3 millions d'euros par an. Alors même si le baril de pétrole a baissé depuis 6 à 8 mois, c'est quand même pas rien et ça augmente chaque année. Donc il vaut mieux quand même qu'on ait un métrique, un indicateur de suivi et de performance, pas uniquement lié à l'éco-conduite, sur faire moins de kilomètres tout en maintenant, encore une fois, la qualité de service perçue réelle par le patient et par le professionnel de santé qui nous confie ses patients quand même, hein, c'est pas l'oublier. Donc voilà un peu l'élément de contexte. Donc les objectifs externes, c'était d'accroître la réactivité pour nos patients et nos prescripteurs, un meilleur suivi de notre prestation. Les objectifs internes, c'était la productivité des tournées techniciens. Et donc la grande difficulté, cette conduite du changement, c'est de passer finalement d'un mode très individualisé, 1500 personnes, à peu près 700 techniciens, chacun a un mode de fonctionnement qui lui est propre. Vous allez me dire, c'est sympathique, chez SOS Oxygène, les gens s'organisent. Oui, c'est un peu comme ça que ça marche, et que ça marche toujours. Et on va faire en sorte que ça continue, tout en mettant en place des outils un peu structurants pour mieux contrôler, encore une fois, nos coûts, nos kilomètres, notre nombre de visites, sans détériorer, encore une fois, je le répète pour la énième fois, la qualité de service, parce qu'on est dans un métier de service, et on ne peut pas avoir uniquement des critères liés à une activité industrielle de pilotage. Donc on doit un peu allier les contraires. On doit allier à la fois une certaine, Didier et Rabil disaient tout à l'heure, des rendez-vous qui sont planifiés, qui sont systémiques ou systématiques, tout en gardant cette notion de réactivité, parce qu'encore une fois, on doit être capable de loger dans la journée du technicien des visites impromptues et une demande d'un médecin, comme le petit film vous le montrait tout à l'heure, le docteur X, qui demande à ce qu'on prenne en charge le patient Y. On doit être capable de l'incorporer dans la journée du technicien. Donc c'est un peu toute la difficulté de mettre en place un outil dans une entreprise de service sur des modes de fonctionnement individualisés. Comme vous, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, comme vous le dites effectivement très bien, optimiser les tournées, bon, c'est quelque chose de connu et de facile dans le domaine logistique et dans le domaine industriel. Là, on est sur des process et puis un historique et des organisations qui sont très humaines. Hein. C'est pas de la tourne, c'est pas un produit qu'on amène, même si on amène aussi un produit. C'est vraiment un service. On voit bien tout l'aspect humain qui va derrière. Une attention, un besoin de qualité qui est évident. Hein. On touche à des paramètres fondamentaux. Et puis, donc c'est ça aussi qui effectivement qui a fait l'objet de l'implémentation. C'est là où aussi effectivement on a un petit peu d'expérience. C'est comment on peut intégrer tous ces facteurs-là pour ne pas imposer les tournées, pour ne pas imposer une non-gestion de l'aléa, on va dire, ou rendre trop strict des choses où on serait sur
la véritable industrie, au sens négatif du terme, hein, industrialisation de process qui ont justement pour eux l'avantage de pouvoir être très humains et d'intégrer l'humain. Donc c'est ce côté un petit peu interactif qui fait dans la solution, mais aussi dans la construction du projet, toujours qui est au cœur du travail. Alors un petit retour d'expérience après effectivement les premiers tests et les premiers débuts de déploiement. Oui, alors je vous laisse commenter la fin et puis on va revenir sur le retour. Effectivement, comme le dit Didier, il ne faut pas imposer, il faut suggérer. On est dans le mode suggestif, si j'ose dire. Alors les questionnements, parce que c'est important, on avait quand même des éléments de questionnement interne sur lesquels il nous fallait essayer d'avoir les bonnes réponses, en tout cas les moins mauvaises. Les aspects de processus, donc d'harmonisation de pratiques par agence, d'IT, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on doit tracer la vie du patient en temps réel vis-à-vis du contexte réglementaire, de celui qui paye, le rembourseur, mais également vis-à-vis des médecins. Donc l'aspect IT, système d'information métier, était extrêmement important. Et puis effectivement, on avait un élément d'acceptation par les équipes qui était très important. Et c'est pour ça qu'on a fait 2 pilotes. On s'est dit, on a 60 agences, on ne va pas faire un déploiement par 60, sinon là, en général, ça ne marche jamais. On ne peut pas se limiter à 1. Donc dans un premier temps, on a dit, on va prendre 2 agences qui se ressemblent sans vraiment se ressembler. Une en Ile-de-France. Je ne vais pas vous expliquer, vous êtes certainement parisiens pour la grande majorité d'entre vous, peut-être tous d'ailleurs, la particularité liée au transport et au mode de transport en Ile-de-France. Et puis une agence à Marseille, dans le sud de la France, qui avait aussi un mode de fonctionnement qui lui est propre. Donc on a fait travailler en parallèle 2 pilotes, une au nord et une au sud. Ce qui est assez challenging parce qu'effectivement on est sur deux modes de fonctionnement qui pouvaient être un peu différents. Donc des premiers résultats sur la solution, puis on prendra aussi des questions bien sûr. Donc après 2 mois, on a démarré début mai, on fait un test sur une durée de 3-4 mois aujourd'hui, donc qui prendra fin sur la fin juin, début juillet. En termes d'indicateurs quanti, parce que sans quanti, pas de projet, hein. Il faut du qualitatif, mais il faut un peu de quanti quand même, parce que la solution de GeoConcept n'est pas gratuite, vous l'imaginez, loin s'en faut, et c'est normal, il faut que chacun gagne sa vie. On a observé jusqu'à maintenant, on va dire, une augmentation sur le nombre de visites minimum de 10%, donc c'est important, en gros, quand on avait 4 à 5 visites par jour et par technicien, vous faites le calcul incrémental, on en a gagné une, voire un peu plus qu'une, ce qui évidemment n'est pas neutre, quand vous avez 650, 700 techniciens, 220 jours ouvrables de travail par an, faites le calcul, on augmente, on est capable de répondre à la demande croissante du nombre de patients, les 7 à 8% qu'on a pour les années futures, tout en maintenant les qualités de service sans nécessairement embaucher, parce qu'encore une fois, quand vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai été transparent, 30 à 40% de nos coûts qui sont liés à des frais de personnel, malheureusement, avec les charges sociales, on doit continuer à développer l'humain, mais rester raisonnable, dans la bonne conduite. Et puis une baisse des prix de prestation qui vous est demandée. Et une baisse des prix de prestation, comme vous l'avez vu, qui est de l'ordre de 10% en moyenne au cours des années passées, des années à venir, à minima. Et en termes de kilomètres, aujourd'hui, on est sur une réduction des frais kilométriques de l'ordre de 30%. C'est ce qu'on observe. Alors là, je vous fais un commentaire macro, vendeur, si j'ose dire, mais c'est aussi l'objectif. On a des objectifs et des résultats qui sont différents, suivant les agences qui étaient en mode, on va dire, organisé plus que d'autres. Le Sud, par exemple. Marseille, on avait une fonction logistique, quelqu'un qui avait mis en place un modus operandi de pilotage pour les techniciens. Ces chiffres-là sont plutôt sur le bas de la fourchette en termes d'atteinte à ce stade. Pour le Nord, c'est-à-dire pour Paris, où il y avait un mode ultra individualisé, à la limite, ces chiffres-là sont plutôt plus bas, ils sont plus importants. Donc en fait, c'est la moyenne algébrique du Nord et du Sud qui vous est restituée sur ce transparent, mais elle est différente et elle est liée, encore une fois, au mode individualisé que nous avons dans nos organisations en agence. Alors, ce qui est le cas souvent, c'est que parfois on a des situations où effectivement il y a des gens qui ont déjà très bien optimisé leur pratique, hein, parfois des gens qui sont là depuis longtemps ou qui ont une certaine rigueur, et puis des situations où c'est beaucoup moins optimisé d'une certaine façon, et puis aussi où c'est sollicité parce que, comme vous le dites, il y a un nombre de patients qui croît, enfin il y a des déformations, des tensions qui apparaissent dans une organisation, donc c'est l'intérêt d'une solution, c'est d'harmoniser vers le haut, on va dire, les pratiques des uns ou des autres, et puis de faciliter des gestions de l'aléa, des gestions de montée en charge, des choses comme ça en fait. Hein. Effectivement, en termes de bénéfices, on a une augmentation de la prise en charge des patients suite aux demandes des prescripteurs, donc très important pour nous, il fallait que nos prescripteurs, nos médecins, soient dans la boucle, comprennent l'objectif, hein, et n'ait pas une mauvaise perception de ce test qui était fait. Aujourd'hui, je dirais le feedback, puisqu'on est encore une fois dans une information en temps réel vis-à-vis d'eux, il n'y a pas de détérioration en termes de qualité rendue aux patients, et ça c'est un élément qui est pour nous évidemment primordial. L'organisation souple et agile permettant de répondre rapidement à toute urgence, donc c'est un peu c'était un peu le challenge. Comment est-ce qu'on peut sur des visites planifiées, des choses récurrentes, sur de la maintenance,
sur la partie notamment apnée du sommeil, arriver à garder une notion d'urgence quand il y a une demande d'un patient nouveau qu'il faut prendre en charge dans un secteur géographique pertinent. Et aujourd'hui, le système OptiTime, je peux le dire, permet cette dualité, cette situation un peu, cette ambivalence des contraires. On peut à la fois planifier de l'existant de manière itérative et garder de l'urgence. C'est quand même ce qu'on demande à un système d'information en termes d'optimisation de tournée. Une ponctualité des interventions avec un accroissement de la satisfaction patientèle. C'était aussi un des challenges. Aujourd'hui, on était en mode très ouvert. Vous voulez, monsieur le patient X, qu'on vienne tel jour, telle heure, on le faisait. Aujourd'hui, on a toujours la capacité de répondre aux attentes des patients tout en mettant en place des créneaux horaires. Donc finalement, encore une fois, on ne se pervertit pas, si j'ose dire. On reste sur de la qualité de service en mettant en place, évidemment, des systèmes plus engageants en termes de timing. Et puis, nos techniciens, nos 700 techniciens ont des équipements modernes, des smartphones. On est vraiment sur le monde digital et aujourd'hui, on va dans la direction du zéro papier. Vous avez vu beaucoup de papier dans la petite vidéo de l'entreprise. L'objectif, c'est évidemment de dématérialiser. Donc, on est un peu sur ce trend-là, sur cette tendance-là aussi, qui est d'aller vers le PDA, l'outil personnel du technicien pour qu'il ait tout en temps réel en face de lui, puis même à terme qu'il puisse imprimer à la limite le document vis-à-vis du patient. C'est aussi un élément d'ambiance sur lequel nous surfons. Une couverture complète des interactions, en fait. Absolument, couverture complète des interactions. Les feedbacks et les éléments intégrés en termes de projet. Bon, évidemment. Vous en parliez, la dimension projet effectivement humain, où l'outil peut être très bien adapté, couvrir bien, montrer des résultats. Il reste effectivement qu'à un moment ou à un autre, il doit être pris en charge par les gens, les opérationnels et l'ensemble des acteurs. Donc comment ça se passe? Là, il faut beaucoup communiquer en amont, il faut rassurer, répéter, incruster, en répétant on incruste. Enfin bon, c'est la conduite du changement classique si on veut essayer de pas trop mal la réussir ou éviter que ce soit un échec. Donc il faut mobiliser les équipes, faire beaucoup de communication interne, ce qui est aussi une bonne manière de prendre le pouls et de vérifier que le pouls de l'entreprise soit bien aligné sur les objectifs de celle-ci. Travailler avec les techniciens et les populations. Encore une fois, 50% de nos effectifs, ce sont des techniciens, donc les faire intervenir en amont pour qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça contre eux, on fait ça pour eux, pour leur donner des outils. Puis encore une fois, ça permet aussi de pérenniser leur position et également leurs compétences, leurs compétences dans l'entreprise sur le long terme. Donc, je dirais la bonne communication de projet, avec bien sûr une structure de pilotage et une structure de validation de projet régulière et rémanente. Donc on est amené à se voir les uns les autres assez souvent, à différents étages, pour faire en sorte qu'on soit bien aligné sur là où nous en sommes, les difficultés, et que si il y a un écart, on puisse le corriger de manière efficace et surtout en temps réel. Ce projet donc a été démarré début mai. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un résultat concret, je dirais sur début juillet, sur le Q3, le troisième trimestre de l'année en cours. Et puis ensuite, en fonction des résultats, je vous en ai donné déjà une première ébauche, de voir comment nous allons déployer. A priori, on est parti pour déployer. Voir comment on va le faire. Est-ce qu'on va passer de 2 à 60? Certainement pas. On va passer par une étape intermédiaire et c'est toute la subtilité dans une organisation, vous l'avez compris, de service, de proximité. On doit le faire par étapes. L'objectif étant d'ici 18 à 24 mois d'avoir un déploiement de l'outil évidemment le plus large possible. Alors merci beaucoup. Comme vous voyez, on a pris le risque, on a de nombreux clients, on a pris le risque de faire venir un client qui est en plein cours d'implémentation du projet, ce qui est toujours la phase la plus tendue. Et on voit bien que je suis courageux. Vous êtes courageux, et nous aussi. C'est toujours le moment le plus délicat. On a de nombreux clients chez qui c'est implémenté et ça tourne depuis très très longtemps. Je crois que dans le domaine de la santé, on a des clients depuis plus de 10 ans sur l'optimisation de services. Ce que je vous propose, je crois qu'il reste 2-3 minutes, c'est si vous avez des questions pour Richard, pour Rabi, pour moi, n'hésitez pas sur ce type de système, les apports, un retour d'expérience. Oui, bonjour. J'avais une question sur est-ce qu'il y avait des écarts entre les plannings théoriques suggérés par OptiTime et la réalité, notamment je pense au trafic, problème de trafic, les accidents qu'il peut y avoir sur la route, ce genre de choses. Et s'il y a des écarts, est-ce que OptiTime permettait de réajuster les plannings en temps réel ou ce genre de choses? Voilà. Ça c'est une bonne question. On va voir si Rabi et moi avons la même réponse. Alors, en fait, ce qui prend en compte OptiTime, ce qu'on appelle les statistiques routières, c'est-à-dire que, évidemment, lorsqu'on a la possibilité sur les données cartographiques d'avoir ces statistiques, on sait pas, évidemment, dans la région parisienne, sur le pont de Saint-Cloud, le matin à 8 h, c'est carrément bouché, c'est pas possible de passer. Donc, en fait, OptiTime va prendre en compte ces statistiques-là pour tailler, en fait, les temps de trajet.
Alors évidemment, on ne peut pas prétendre qu'il va y avoir un accident demain à telle heure sur ce trajet-là. Et ça, ce sont des choses effectivement pas possibles pour l'instant. Par contre, ce qui fait que la plupart du temps, les statistiques routières donnent quand même une vue assez proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on a constaté que la plupart du temps, ces visites ont été plus ou moins bien respectées. Alors évidemment, lorsqu'il y a un accident, il ne faut pas oublier quand même le facteur humain. Il y a toujours un planificateur qui est là. Donc, Richard, vous me confirmez que voilà, les planificateurs sont toujours là et ils veillent à ce qui se passe, que tout se passe bien. Donc évidemment, s'il y a un accident qui empêche un intervenant d'arriver sur place, il y a effectivement dans l'outil la fonctionnalité qui permet de détourner quelqu'un qui est très proche justement du lieu de l'intervention et de lui dire, bah, tiens, justement, il y a une intervention assez urgente, tu peux y aller. En fait, c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est d'approcher la réalité du temps de transport du trajet le plus possible. Le bénéfice de l'outil, c'est aussi quand même d'ordonner des visites et de rendre possible le fait qu'on a 2 visites au sud, 2 visites au nord et pas une au nord, au sud et à la fin de la journée en faire moins et passer plus de temps. Donc ça, c'est le premier résultat. Et effectivement, ensuite, ce qu'essaye de faire l'outil, c'est vraiment d'intégrer de la souplesse et de l'aléa. L'aléa, elle peut être vraiment sur le côté opérationnel, bah oui, un accident, un problème véhicule, un problème de disponibilité de produits sur un entrepôt, etc. Pourquoi pas. Et puis, ça peut être aussi l'aléa côté patient par ailleurs, ce qu'on voit bien derrière. Donc, l'idée, c'est non seulement de prévoir et d'essayer de faire le mieux possible, mais aussi de gérer l'aléa, de différentes façons. On voit bien, dans la solution, il y a différentes entrées. L'entrée, elle peut venir aussi même quasiment d'une sonde informatique. Elle peut venir sur un call center, elle peut venir sur du web, elle peut venir du chauffeur lui-même qui décèle le fait qu'il va falloir qu'il passe plus de temps avec un patient sur une opération. Voilà. Je vous laisse peut-être en parler un petit peu. Non, à votre question précise, monsieur, il n'y avait pas d'écart majeur. Effectivement, on fait moins de kilomètres au final, puisqu'on a une économie. Je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15 kilomètres par jour et par technicien, à peu près. Par contre, ce dont on s'est aperçu aussi, et on l'anticipait quelque part, vous avez compris, on a beaucoup d'agences, beaucoup de proximité, et donc des techniciens et des patients qui sont rattachés à des agences. On se rend compte que l'utilisation d'un outil nous permet de revoir un peu nos modes de fonctionnement organisationnel. C'est-à-dire que c'est un bénéfice induit de se servir peut-être, alors là c'est encore plus compliqué en termes de conduite du changement, de réadapter ou de réagencer notre organisation par rapport à notre mapping, notre déploiement des patients. Ça, c'est un effet induit indirect qu'on peut toucher si on est courageux ou pas courageux, je ne sais pas comment on peut dire, avec la mise en place et le déploiement d'un tel outil. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très très souvent dans le domaine du soin comme dans d'autres domaines. C'est qu'effectivement, en optimisant les tournées, en organisant un peu le process différemment et un peu mieux parfois, on se retrouve finalement à organiser aussi la cartographie des entrepôts, des bureaux commerciaux, etc. Et à revoir un petit peu son organisation. Et il y a un lien entre l'organisation et les opérations qui est évident quand on touche comme ça au terrain et au process. On peut d'ailleurs imaginer, je crois que certains de nos concurrents le font, si je suis bien informé, utilisent ce genre d'outils avec cet objectif-là. C'est-à-dire que régulièrement, de manière itérative, ils revoient leur mapping de patients, de techniciens et l'outil et voient si les 2 collent ou sont adaptés. Tout à fait, tout à fait. Il y a des modules pour ça en fait dans la solution. D'autres questions? Je vois qu'il y a des commentaires. Oui. On vous amène un micro. Alors, dernière question. Bonjour. Bonjour. D'accord, dernière question. Je voulais savoir comment, en fait, les informations sur votre petit film, on voyait que le technicien cherchait à avoir un peu plus d'informations en discutant avec le patient sur notamment d'autres informations qui pourraient être utiles pour les autres intervenants à domicile et également pour le médecin. Et vous parliez du fait que effectivement une partie des informations pouvaient être transmises directement au médecin. Comment ça se passe, voilà, concrètement, parce que bon, voilà, il y a quand même un cadre réglementaire aussi dans la transmission des informations, surtout dans leur contenu en fait. Et s'il s'agit d'un commentaire général, enfin voilà, on peut imaginer tout type d'informations. Et je voulais savoir comment ces informations étaient transmises aux différents partenaires intervenants en fait autour du patient. Je vais laisser Richard en parler. Effectivement, vous avez parfaitement raison, madame. On ne peut pas communiquer tout type d'informations.
On a un portail extranet avec nos médecins qui consultent en temps réel, en gros, tout ce qui concerne les interventions sur nos prestations qui sont réalisées au domicile du patient. Pour la PPC, l'apnée du sommeil, qui est l'activité la plus représentative dans le domaine de la prestation de santé au domicile et du respiratoire, typiquement, ça veut dire les pressions, les différentiels de pression, est-ce que le patient est observant par rapport à son taux d'oxygène dans le sang, à son taux de CO2 dans le sang. Donc on est sur des données de nature technique. Et ces données-là, encore une fois, elles sont logées, sécurisées. On ne peut pas communiquer ces informations en dehors du strict triptyque prestataire, patient, patient-prestataire, médecin. Ça se fait sous forme d'un extranet, c'est alimenté en temps réel, donc avec les PDA, en gros les équipements. Ces informations-là sont renvoyées et il ne s'agit que de ces informations-là, elles ne vont pas vers d'autres biais. Effectivement, le cadre réglementaire de la santé ne nous permet pas, fort heureusement, de manipuler ces informations dans un autre cadre que celui-ci. Oui, on ne parle pas du transfert de dossier médical, on parle de paramètres très concrets, couverts et déclarés comme il se doit, et transférés comme il se doit. Et on voit l'intérêt, en revanche, c'est extrêmement précieux pour le médecin d'avoir ces informations-là. Plus le côté, on l'a vu aussi un petit peu quand même, échange humain. Il y a les gens chez vous qui reçoivent les appels, qui échangent avec les médecins dans la mise en place d'un dossier et qui font part de difficultés particulières, très concrètement pour faciliter une meilleure prise en charge en fait. C'est un des enjeux des soins à domicile aussi derrière, c'est qu'il y a un ensemble de prestataires qui doivent soutenir le médecin. On n'est plus dans le domaine de l'hôpital, où là c'est clos de mur on va dire, mais on doit avoir la même qualité de service, les mêmes règles déontologiques, juridiques, légales, etc. On reste sur des données liées à l'observance du traitement, liées au dispositif médical, et ça ne va pas au-delà de ce strict cadre-là, évidemment. Et il faut y veiller. Voilà. Je crois que c'était la dernière question. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Richard, merci Rabbi.